Aujourd'hui, je suis très fier de vous présenter votre nouvelle émission, En roue libre. Vous, automobilistes, avez souvent une actualité particulièrement morose. Alors on va s'amuser, on va se divertir, on va sourire, on va mieux vous informer. Mais je ne vous en dirai pas plus. Je vous laisse avec toute mon équipe. Toute l'équipe de 40 millions d'automobilistes. Cette émission, on l'a pensée pour vous. On a mis tout notre cœur pour la réaliser pour vous. Et je suis sûr que vous prendrez autant de plaisir que nous en avons pris à la réaliser, à la regarder. Allez Laurence, c'est à toi. Bonjour tout le monde et ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous sur la chaîne YouTube de 40 millions d'automobilistes, l'association qui défend les automobilistes. Ce nouveau rendez-vous s'appelle En roue libre. Et En roue libre, ça va être une émission partagée entre autres par les invités qui sont à côté de moi, mais d'autres intervenants qui viendront nous parler de voitures bien sûr, de pièces détachées, de comment savoir si on a le droit ou pas de faire des choses sur la route, de repasser son permis de conduire, de comprendre les panneaux. Vous allez voir, on va faire un bilan total, toujours dans le plaisir et dans le sourire. Alors on est ravis de vous retrouver et d'ailleurs, vous pourrez aussi nous retrouver tout au long de la semaine sur les réseaux sociaux de 40 millions d'automobilistes. Allez, c'est parti! Comment va Pierre Chasseret? Eh ben, il va plutôt pas mal, Malolo. Ravi de te retrouver après une autre vie qu'on a passée ensemble sur une radio. Eh bien, nous revoilà de retour pour cette émission En roue libre. J'espère qu'elle vous plaira. J'espère que vous allez prendre du plaisir. Et on va faire un tour d'horizon de tout ce qui touche à votre vie d'automobiliste. Exactement. Puis à mes côtés, eh j'ai Miss Jade. Comment va Miss Jade? Super. Avec moi, on va s'occuper un petit peu de l'assurance. On va en apprendre plus, mais on va aussi partir en balade pour découvrir des lieux sympas, pour découvrir où manger dans Paris et dans toute la France. Et j'ai faim. C'est ce que j'allais dire exactement, parce que regardez, on est le dimanche matin très tôt. D'autres intervenants évidemment seront avec nous. Gabin nous retrouvera régulièrement. Lui, il nous parlera de voitures et de cinéma, mais pas seulement. Il va nous faire découvrir des panneaux un peu particuliers. Et puis nous aurons également Louane, qui est une jeune femme qui va nous donner des cours de conduite. Et là, je peux vous dire que c'est pas gagné. Aux abris. Et à travers ces rendez-vous, eh bien, il y aura des sujets un peu sérieux, du pour ou contre, ou même des rebondissements sur l'actualité. C'est parti. Nous commençons tout de suite avec l'actu. L'actu qui vous est présentée entre autres avec Jade et avec Pierre. Et je vais vous demander de réagir sur plusieurs sujets que nous avons pointés cette semaine. Par exemple, Pierre, Mbappé qui annonce qu'il a des voitures de collection alors que le jeune homme n'a pas le permis. Voilà, je t'ai ramené un petit cadeau. Ah. Je t'ai ramené un petit cadeau. Alors attention, voilà. Il est plus tout jeune. Hein. Bah oui. Et, ben, moi non plus, je suis plus tout jeune. Mais waouh. Alors ça, c'est le maillot du Real Madrid. Alors à l'époque, c'était David Beckham. Maintenant, David Beckham, il est plus là. On a Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, il arrive au Real. On lui offre une voiture. Mais ouais, moi je vais devenir footballeuse. Normal. Oui, tu voudrais une voiture neuve. Bon, lui, on lui a offert une très belle voiture. Le petit hic, il n'a pas le permis, Mbappé. Eh non, il n'a pas le permis de conduire. Alors moi, je trouve ça dingue parce que, en fait, c'est révélateur d'une société, quelque part. Alors, il y en a qui vont dire, bah, il n'a pas le temps. Il a le temps, Kylian, quand même. Il a le temps de pouvoir passer son permis. C'est révélateur d'une société où les jeunes passent toujours leur permis, mais beaucoup plus tard. Donc au final, on se retrouve avec un joueur de foot qui aura peut-être le ballon d'or, qui fait partie des joueurs les plus doués de sa génération, mais quand il a une voiture, pour l'instant, bah, tant qu'il n'y a pas le chauffeur, il n'y a pas de voiture. Remarque, ceci étant dit, il peut s'ouvrir un beau garage, hein, il pourra faire... Ouais, c'est sûr. Allez, depuis le 1er septembre, la vitesse maximale autorisée sur le périphérique parisien est passée de 70 km/h à 50 km/h. Vous savez comment on va s'appeler, nous, les automobilistes du périph'? Tortue. Les escargots. Jade. Alors donc pour les automobilistes, c'est une mauvaise nouvelle forcément, mais pour l'État, c'est une bonne nouvelle. Parce que sur le périphérique, on retrouve 17 radars fixes, soit 1 tous les 2 km. Ça fait beaucoup quand même. Ah ouais, c'est clair, on va se faire flasher plein de fois. Exactement. Et en plus de ça, une voie de covoiturage va maintenant être fixe. Donc la vitesse va forcément baisser. Et il faut savoir que la limitation de la vitesse qui baisse, ça ne fera pas du tout baisser les émissions polluantes. Au contraire, on consomme plus quand on roule en dessous de 50 km/h. Et puis autre chose, Pierre, c'est que les voies de covoiturage, attention, ne les prenez pas si vous êtes seul, parce que vous faites flasher seul dans votre voiture,
bingo, de nouveau le PV. Ouais. Et puis alors attention, radar, caméra thermique, enfin tout est bien ficelé pour vous sanctionner. L'amende, elle est salée. On en parlera peut-être un petit peu plus tard. Je dis pas tout. Bon, on vous avait promis une émission avec le sourire. Et bien là, on continue dans les mauvaises nouvelles. À partir de janvier 2025, les véhicules critère 3, donc à peu près 60 000 voitures aujourd'hui, vont être interdites de circulation dans l'agglomération lyonnaise. Oui, alors ça c'est un peu effrayant, c'est la suite des zones à faibles émissions. Ce sont des zones dans lesquelles vous aurez l'interdiction pure et simple de conduire si vous n'avez pas le véhicule qui correspond pile poil à ce que souhaite la municipalité ou la métropole. Concrètement, tous les véhicules diesel d'avant 2011, basta così, c'est fini, vous n'aurez plus le droit de rouler du côté de Lyon. Ça va faire mal parce que Laurence, ça pèse un quart du parc roulant sur l'agglomération lyonnaise. Moi j'ai peur parce que qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas la bonne voiture? J'ai rencontré sur un déplacement à 40 millions d'automobilistes, j'ai rencontré une femme, Marie, elle a 2 voitures dans le foyer, 2 fois critère 3, 2 véhicules qui ne valent plus rien sur le marché de l'occasion. Elle ne peut pas les vendre, elle ne peut pas rouler avec. Elle en fait quoi? Des porte-clés? Non, c'est trop gros. Oui, ça va être un petit peu trop lourd. En tout cas, l'actu dans le rétro, c'est terminé pour aujourd'hui. On va continuer notre rendez-vous. On est ravis d'être avec vous. Vous pouvez d'ailleurs réagir tout le temps sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, donnez-nous votre avis, abonnez-vous et faites découvrir l'émission à votre entourage. C'est parti, c'est le pour ou contre. Et attention, il va être question de passer ou non une visite médicale, passer un certain âge pour garder son permis. C'est parti. Après ce rapide tour de l'actualité, nous arrivons sur notre rendez-vous pour ou contre. À mes côtés, Pierre, qui est évidemment là depuis le début de l'émission, Pierre Chasseret, DG de 40 millions d'automobilistes. Et on a la chance également, pour ce pour ou contre, d'accueillir Philippe Auger. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes de l'auto-école CER Bobigno. Exactement. Qui est à Paris. Qui est à Paris. Alors vous allez voir que le sujet va intéresser une grande part de la population. Et sans doute que vous aussi, parce que le temps passe très vite, je ne vais rien vous apprendre. Pour ou contre une visite médicale pour garder son permis pour les seniors, par exemple. Parce qu'il est arrivé quelque chose au Parlement européen il n'y a pas si longtemps, et c'était même pas que pour les seniors, c'était un permis, certes, mais donc une visite médicale tous les 15 ans pour pouvoir garder son permis. Vous, qu'en pensez-vous? Nous sommes allés vous rencontrer dans la rue. Regardez. Complètement. Et surtout à partir de 65 ans, je vois ma mère, elle a 78 ans, elle est incapable de conduire, mais elle veut conduire. Donc je dirais à partir de 65 ans tous les 3-4 ans et tous les 15 ans à partir de 18 ans. Ah, pour. Ouais, je pense aussi. Ouais. Bah, moi, c'est plus pour les personnes âgées en fait. Ouais, ça c'est pour, ouais. Parce qu'une fois que tu as le permis, après tu l'as toute ta vie et il y a des moments où tu peux plus conduire, mais tu as toujours besoin de conduire, donc tu le fais. Mais physiquement parlant, t'es pas apte en fait. Ouais, rien que sur la vision, ce genre de choses, même conduire la nuit. Ouais. Conduire la nuit, je pense que pas mal, une petite visite de contrôle, ça peut être pas mal. Ah, je suis pour. C'est vrai? Oui, je suis dans un âge concerné par la chose. Parce que je me dis effectivement, je sens bien qu'on perd de la vision, on perd de l'oreille, des réflexes. Donc oui, je suis pour. Vous le constatez, la majorité d'entre vous serait plutôt pour. Mais qu'en est-il réellement de cette proposition de loi de passer une visite médicale tous les 15 ans après avoir obtenu son permis de conduire, et plus à même quand on est plus âgé? J'aimerais avoir votre position, Pierre, pour 40 millions d'automobilistes. Alors très clairement, il faut faire très attention. On est tous d'accord quand il s'agit de mettre en place des mesures pour les autres. Derrière, il y a une dimension sociale, Laurence. Tu enlèves le permis de conduire à quelqu'un. Super. Il fait quoi après? On a peut-être des parents, on a peut-être des grands-parents avec qui on se dit que peut-être il faudrait regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du permis de conduire. Oui, mais si on leur retire le permis, derrière on fait quoi? Dans une société où finalement on vit des déserts médicaux, où on a besoin de la voiture pour se rendre chez son médecin, on a de plus en plus besoin de nos voitures quand on est dans des zones excentrées. La France n'est pas Paris. La France, c'est pas que les grandes villes. Et si on décide de supprimer le permis de conduire à nos seniors ou à le remettre en question, ce qui serait dans l'ADN du permis de conduire quelque chose de fort, c'est-à-dire que ce sésame qu'on a à vie, il faudrait le repasser, comme si on nous demandait de repasser le bac tous les 15 ans. Moi je dis non, hein. Eh bien, je pense qu'on ne mesure pas encore la dimension sociale du permis de conduire. Et je ne veux pas, avec l'association 40 millions d'automobilistes, tomber dans l'amalgame et me dire que parce que ça fait bien, eh bien, je vais taper sur les seniors qui, du reste, ne sont peut-être pas les plus accidentogènes en plus. Alors, qu'en pense Philippe Auger, l'auto-école à Bobigno, dans le 15e?
Alors, visite médicale, aller voir notre médecin traitant ou un médecin qui est intégré, je ne pense pas. C'est pas adapté. On le voit parmi les médecins agréés. Les médecins agréés, c'est les médecins agréés du permis de conduire. C'est-à-dire ce sont des médecins spécialisés qu'on saisit sur des commissions pour aller voir un petit peu ce qui se passe. Donc ça veut dire que là, vous êtes en train de nous dire, grosso modo, on n'a pas les moyens de mettre en place ce type de mesures. Bah, pour l'instant, non. Hein. C'est une certitude. Pendant une bonne période, il y avait des contrôles. C'était une commission, on était reçu par une commission. Moi, quand j'ai passé mon examen, on a passé devant une commission. Une commission, c'était 2 personnes, et en l'occurrence 2 médecins. Ça n'existe pratiquement plus, les 2 médecins. La commission, c'est résumé à une seule personne. Donc il faut pas galvauder, comme tu précisais. Lancer quelque chose, c'est bien, mais il faut se donner les moyens. Est-ce qu'on a les moyens d'amener un produit qui corresponde aux demandes? Maintenant, une personne, je suis bien placé, j'ai 73 ans, demain on me dit ton permis de conduire, c'est fini, tu ne peux plus conduire, alors qu'on n'aura jamais vraiment contrôlé, surveillé ce que je pouvais faire et ce que je ne pouvais pas faire, bah, c'est pas possible, je ne vais pas le comprendre déjà. Pourtant, c'est mon métier. Et c'est votre métier en France, et on le disait depuis le début, en France, a priori, c'est à vie. Alors, on s'est demandé d'ailleurs, hein, est-ce que c'est propre à la France d'avoir un permis à vie comme ça? Comment ça se passe dans d'autres pays? Est-ce qu'il y a d'autres pays européens, par exemple, qui imposent une visite médicale? Et je vous propose tout de suite de retrouver Aurélie, qui a fait le point pour nous. Bonjour Laurence. L'obligation de passer une visite médicale pour obtenir ou pour conserver son permis de conduire est effectivement très répandue en Europe. En fait, il y a juste une poignée de pays comme la France, la Pologne ou l'Allemagne qui n'imposent pas cette réglementation sur leur territoire. Partout ailleurs, les automobilistes doivent se conformer à cette règle, plus ou moins stricte en fonction des pays. Par exemple, c'est en Slovaquie que la règle est la plus sévère. Les automobilistes doivent passer une visite médicale dès l'obtention de leur permis de conduire, quel que soit leur âge, puis une fois tous les 5 ans et même une fois tous les 2 ans à partir de 65 ans. Dans la grande majorité des pays européens, l'aptitude à la conduite des usagers est contrôlée de façon périodique. C'est le cas par exemple en Espagne, au Portugal, en Italie, en Finlande ou au Danemark. Globalement, l'âge du premier examen médical obligatoire se situe entre 40 ans, par exemple en Italie, et 80 ans en Slovénie. Dans quelques autres pays, enfin, comme la Lettonie, la Lituanie ou la Belgique, ce n'est pas tellement l'âge du conducteur qui compte. En revanche, les automobilistes doivent demander le renouvellement de leur permis de conduire auprès de l'administration et à cette occasion, il leur est demandé de fournir un certificat de capacité qui comporte notamment des critères médicaux. Et dans ces pays, Aurélie, a-t-on constaté une réelle évolution suite à cette mise en place? En fait, Laurence, c'est pas si simple. Il y a tellement de façons différentes d'appliquer cette mesure en Europe qu'on a du mal à déterminer avec précision si ça a un effet positif réel sur la sécurité routière. Si on prend l'exemple de la Slovaquie, de l'Italie et du Portugal, qui ont, comme on l'a vu, les règles les plus strictes en matière de visite médicale du permis de conduire, eh bien on se rend compte que parallèlement, ils ont aussi des taux de mortalité routière un peu plus élevés que la moyenne européenne. A l'inverse, la Norvège, la Suède et le Royaume-Uni, qui occupent les 3 premières places du classement européen de sécurité routière, n'imposent pas de leur côté de visite médicale pour le permis de conduire. Donc Laurence, on serait bien en peine de dire actuellement si l'application de cette mesure en France permettrait effectivement d'améliorer les conditions de sécurité sur nos routes. Merci Aurélie pour tous ces éclairages. Alors moi je voudrais revenir à vous deux parce que vous semblez être un petit peu d'accord quand même l'un et l'autre. Pourtant, du côté des auto-écoles, Philippe Auger, oui. Est-ce que vous avez des seniors qui viennent pour se remettre à niveau? Parce qu'il y a eu tellement de changements aussi au-delà du médical, sur les routes françaises? Alors, d'une façon volontaire, relativement peu. Oui. Par contre, les familles, on a beaucoup de familles qui viennent nous voir, et ils sont interloqués, ils ont déjà vu avec le médecin, mais le médecin, il n'ose pas forcément le dire, si c'est le médecin de famille, il a toujours connu ces personnes-là, c'est compliqué pour un médecin de le dire aussi. Hein. Pierre Chasseret, moi je voudrais quand même revenir sur ce que disaient les Français, enfin en tout cas ceux qu'on a interrogés sur le micro-trottoir. Ils sont pour, c'est-à-dire qu'on entend parler souvent d'accidents, on voit même autour de nous nos personnes âgées qu'on adore, qui ont moins de réflexes. C'est peut-être pas si ridicule que ça de passer une visite médicale tous les 15 ans. Alors c'est pas ridicule, mais j'ai parlé déjà de la dimension sociale, on va parler de la deuxième chose. Déjà le point accidentalité, on l'a vu avec Aurélie, ça fonctionne pas. Donc déjà ça on le met de côté. Et le troisième point, moi j'ai la recette miracle Laurence. Si on veut pas qu'il y ait d'accident sur la route, alors ça va pas m'arranger, il faut enlever le permis à tous les hommes. Parce que 85% des accidents, ce sont les hommes. Et puis ensuite,
on va prendre que les femmes, mais on va enlever les jeunes, parce qu'elles ont des accidents. Donc on enlève les jeunes. Et puis après, on enlève les trop seniors. Mais il reste qui? En fait, il reste toi. Donc, alors tu vas trouver ça très bien, parce que sur la route, du coup, plus de bouchons. Mais objectivement, le permis de conduire, c'est le partage de la route. C'est comprendre aussi le mécanisme des plus seniors. Pourquoi ils ont moins d'accidents? Évidemment, on perd un peu les réflexes. C'est comme ça, même si on est très inégaux face à l'âge. Ce qui fait la spécificité du senior, c'est qu'il va adapter sa conduite. Par exemple, on a tous un grand-parent qui arrêtait de prendre l'autoroute. Moi, je pense à mon grand-père, il ne prenait plus l'autoroute, ou il ne roule plus de nuit. Et peu à peu, eh bien, on a l'intelligence, qu'on a l'expérience de connaître notre corps. Et je me dis que les seniors, c'est peut-être pour cette raison qu'ils ont peu d'accidents. Donc, ok, ils roulent un peu moins vite. Ok, c'est vrai, mais oui, mais ils n'ont pas d'accident. Est-ce que finalement, on n'aurait pas plutôt à s'inspirer parfois de cette conduite-là? Donc, plutôt qu'une visite médicale, moi je vais faire une petite proposition, un petit contrôle de la vue. Parce que ça, la vue, au volant, on comprend vite que c'est ce qui empêche l'accident. La vue, c'est la vie. Alors, si demain, on imposait juste un contrôle de la vue, et si on avait un opticien gratuit, parce que si on dit un ophtalmo, c'est foutu, hein, les ophtalmos, il faut plus d'1 an pour avoir un rendez-vous. Mais si l'opticien, gratuitement, vous dit, monsieur, là, combien j'ai de doigts? Il vous répond, je ne vois pas votre main. Bon, alors on va se poser des questions. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, peut-être qu'il faudra mettre en place des mesures. Moi, je propose plutôt un contrôle de la vue chez un opticien de manière gratuite. C'est intelligent, c'est bien, c'est pragmatique, tout le monde peut le faire. Et ça participe à la prise de conscience plutôt que des mesures couperets où on dit à quelqu'un, bon, ta vie, c'est fini. Ta vie sociale, c'est fini. Et qu'est-ce qu'on propose derrière? L'EHPAD? Objectivement. Moi, j'ai envie de continuer à te voir dans une quarantaine d'années, 30 ans. J'ai pas envie qu'on me dise c'est fini, je vois plus Lolo. Eh bien, on sera au même EHPAD. C'est terminé pour notre rendez-vous pour ou contre. Vous avez voté sur la page Instagram de En roue libre, notre émission. Alors, quels sont les résultats? Regardez. Effectivement, Laurence, comme chaque semaine, on vous pose la question sur Instagram et cette semaine, vous étiez 54% à être pour une visite médicale pour les seniors, pour le permis de conduire. Et donc évidemment 46% contre. N'hésitez pas chaque semaine à venir voter sur notre sondage et à la semaine prochaine. Voilà, vous avez voté et vous pourrez le faire toutes les semaines. Vous n'hésitez pas à nous retrouver régulièrement, à vous abonner sur la page Instagram de l'émission En roue libre. C'est terminé pour ce rendez-vous pour ou contre. Merci beaucoup Philippe Auger. C'est un plaisir. Je vous laisse retourner dans votre belle auto-école Bobillot dans le 15e. Merci Pierre. Merci Lolo. Et on aura l'occasion de se revoir évidemment. Allez tout de suite. Quand? Dans pas longtemps. Ah bah oui, même avant la fin de l'émission. Et tout de suite, on va retrouver Louane. Et Louane, elle démonte sa caisse. C'est le nom de sa chronique. Dans notre rendez-vous en roue libre, on va apprendre plein de choses sur les pièces qui constituent notre automobile. Et pour ce faire, c'est une jeune femme qui s'y colle et qui rentre dans les moteurs, mais pas seulement. C'est Louane qui est avec moi. Bonjour Louane. Bonjour Laurence. Nous avons également pour ce rendez-vous aujourd'hui Bénédicte Damour qui est Chanel Marketing Service chez Bosch. Alors c'est un peu particulier votre métier et vous êtes chez Bosch Aftermarket, c'est ça? Tout à fait, Bosch après-vente automobile. Très exactement. Bonjour Laurence. Bonjour Bénédicte. Alors, cette pièce. Alors, dis-moi Laurence, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une énorme prise USB. Bon, moi j'y connais rien. Bon, alors en fait ça, c'est une sonde lambda. Elle est aussi appelée sonde à oxygène, peut-être que tu connais plus. Elle sert à mesurer le taux d'O2 dans les gaz rejetés lors de la combustion. Waouh! Et c'est Bosch qui a créé ça? Et c'est Bosch qui a créé ça. Tout à fait. Mais d'ailleurs, Bénédicte, elle va nous donner un peu plus de détails. Dis-nous, Bénédicte. Alors déjà, elle se situe après le moteur, sur la ligne d'échappement. Pour comprendre son fonctionnement, je vais faire un petit comparatif avec le corps humain. Dans le corps humain, pour qu'il fonctionne, on a besoin d'oxygène et on a besoin d'aliments. Si l'on se positionne du point de vue du moteur, on va lui apporter donc de l'air et du carburant. La sonde lambda, elle va mesurer, donc une fois qu'on aura fait la combustion de cet air et de ce carburant, l'oxygène résiduel. D'accord. Cet oxygène résiduel donc, donne une indication et permet à la sonde lambda d'envoyer une information et de dire s'il faut plus ou moins de carburant, plus ou moins d'air.
Et donc, dis-nous Bénédicte, c'est Bosch qui a inventé ça? Comment ça s'est passé? Oui, tout à fait. Ça a été créé en 1970 par Bosch. Donc c'est Bosch qui l'a inventé. Et ça a été monté de série sur la première voiture américaine. C'est assez révolutionnaire quand même, hein, surtout à l'époque. Juste, vous connaissez l'origine du nom lambda? La sonde lambda? Alors, il me semble que le nom lambda, ça renvoie à une lettre grecque ou quelque chose comme ça. Oui, tout à fait. En fait, la lettre grecque a été utilisée par les chimistes pour mesurer le taux, le ratio oxygène et carburant. Donc ils l'ont appelé lambda, valeur lambda. Et toutes les voitures en ont maintenant? Oui, quasiment, aussi bien essence que diesel. D'accord. En tout cas, c'est une pièce dont on peut se passer. C'est pas nous qui nous en servons d'ailleurs, hein, c'est le moteur. Est-ce qu'elle doit se changer régulièrement ou... Alors oui, il faut la vérifier parce que comme elle intervient sur la consommation, si elle tombe en panne, on peut avoir des fumées noires au pot d'échappement et on peut avoir une surconsommation ou une surpollution. Et avec le contrôle technique, c'est un des moyens justement de faire vérifier les émissions de gaz. Et donc pour la changer, Laurence, j'ai été voir. C'est entre 30 et 150 € la pièce en fonction de à quoi elle va servir en fait. D'accord, ça reste correct? Oui, c'est abordable et ça dépend aussi de la fonction de la sonde lambda. C'est-à-dire? Ça dépend en fait de la complexité de la sonde lambda. Vous pouvez avoir des sondes lambda qui ne sont pas chauffées et des sondes lambda chauffées, donc elles valent un petit peu plus cher en technologie. Ouh là là, on est passé sur Arte là. C'est cool, bah tu vois, moi j'ai appris quelque chose grâce à toi, merci beaucoup. Pas de souci, Laurence. Bon, Louane, on la retrouvera aussi, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup, Bénédicte d'Amour. Je vous en prie, Laurence. Et rappelle-nous ce que tu fais exactement, parce que c'est les titres à rallonge maintenant. Channel Marketing Manager, véhicule léger. Chez Bosch. Chez Bosch. Et en aftermarket. Et en aftermarket. Voilà, c'est l'après-vente. C'est après la vente. Quand on a besoin de réparer, on va chez un équipementier, enfin pas nous, hein, mais les garages. Merci beaucoup à vous deux. Louane, tu reviens évidemment avant la fin du rendez-vous. Et quant à nous, eh bien tout de suite, ce sera permis, pas permis. On va passer sur le côté juridique de ce qu'on a le droit de faire ou pas au volant d'un véhicule comme notre voiture. C'est en roue libre et c'est tout de suite. Très sérieusement entre vous et moi, ne vous êtes-vous jamais posé des questions sur ce que vous avez le droit de faire ou pas dans votre voiture, au volant de votre voiture, avec votre voiture? Ce sera le but de cette chronique permis, pas permis. Et pour ce faire, eh bien, nous faisons appel, n'est-ce pas Louane, à un avocat spécialisé en droit routier, c'est Maître Jean-Baptiste Yoska. Bonjour Maître Yoska. Bonjour Laurence. Je suis ravie de vous retrouver. Le plaisir est pour moi, Laurence, ne doutez pas une seule seconde. On sent l'avocat qui est déjà en train de faire son... Comment on appelle ça, hein? Quand vous êtes Une réponse polie, agréable, civilisée, urbaine. Très bien. Allez, c'est parti. Permis, pas permis. On s'est posé la question la dernière fois qu'on était en voiture toutes les deux. C'était quoi la question? On s'est demandé si on avait le droit de dormir toute une nuit dans sa voiture. Alors avant que vous répondiez, on est allé voir si les gens savaient répondre à cette question. Écoutez-vous. À votre avis, permis ou pas permis de dormir toute une nuit dans sa voiture? Permis. Permis. C'est pas permis, je crois. Bah, moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Permis. C'est permis. Pas permis. Bah oui, permis. Permis. Alors, Maître Yoska, vous avez vu, il y a eu beaucoup de réponses. Permis, pas permis de pouvoir dormir dans sa voiture. Oui, c'est intéressant parce qu'intuitivement, parmi les réponses, on sent que quand même il y a de la réflexion. Alors oui, on a le droit de dormir dans sa voiture parce qu'on s'est tous retrouvés coincés, éventuellement dans un hôtel, enfin sans hôtel, où on s'est retrouvés à dormir dans sa voiture. On parle bien là, Maître Yoska, de la nuit, pas simplement d'une petite sieste en passant. Laurence, non, mais vous êtes sur l'autoroute fatigué, vaut mieux vous arrêter sur une station et faire une petite pause, même si vous dormez une heure. Alors, là, on a le droit. Ça pose pas de problème, sauf deux petits bémols. Le premier, c'est un attentat à la pudeur, parce que éventuellement, on peut être amené, si on dort, à d'autres activités. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention, et il faut faire attention justement de ne pas être vu. Mais oui, mais je fais une réponse complète. Oui, mais là, on dort pas du coup. On dort pas, mais on est dans sa voiture. Il y a un deuxième bémol, c'est une mesure de police administrative parce que vous avez un certain nombre de villes qui interdisent justement de dormir dans sa voiture. Je pense aux abords de camping éventuellement où il faut avoir une place réservée. Et bien évidemment, on ne peut pas arrêter sa voiture à côté du camping. Et donc, si le maire a pris
une mesure de police administrative, à ce moment-là, on n'a pas le droit de s'arrêter et passer toute une nuit dans sa voiture. Donc, vous voyez, d'une façon générale, l'économie globale de la réponse, c'est oui, mais. Donc, il faut faire un peu attention, se renseigner, faire attention justement, et puis faire bien évidemment attention à ne pas s'arrêter n'importe où. Il faut que ce soit un lieu qui ne soit pas dangereux pour autrui ou pour soi-même, bien évidemment. On ne s'arrête pas sur une aire d'autoroute, on ne s'arrête pas sur un endroit où il y a du passage, on ne s'arrête pas, voilà. Donc il faut faire un peu attention, mais sinon, rien n'interdit. D'accord, donc si jamais on part en vacances toutes les deux, on n'a pas trouvé d'hôtel, on est bien garé sur un parking correct, on dort toutes les deux dans la voiture, on fait une pause, si la police vient nous voir, on ne sera pas verbalisé. Vous ne serez pas verbalisé. Après, il y a une autre éventualité, c'est un certain nombre de personnes qui sortent d'une soirée un peu éméchée. Et qui se disent, je vais dormir dans la voiture le temps que justement l'alcool se résorbe et que je puisse reprendre. Plutôt un bon réflexe. Ou plutôt un très bon réflexe. Alors, dans ces cas-là, bien évidemment, il faut changer de place. Pas rester en face du volant, parce que à ce moment-là, bien évidemment, vous avez été le seul à conduire jusqu'à l'endroit où vous avez été arrêté, et les policiers pourront en tirer la déduction que vous avez conduit alcoolisé jusqu'à l'endroit où vous avez été arrêté. Donc ils vont vérifier que le capot est chaud, ce qui fait que vous êtes arrêté depuis pas très longtemps. Ils vont vérifier s'il y a des bouteilles d'alcool éventuellement dans l'habitacle, et éventuellement si le capot est chaud et pas d'alcool dans l'habitacle, ils en tireront la conclusion que vous êtes arrêté alcoolisé jusqu'à cet endroit-là, vous demanderont d'où vous sortez, ils vont calculer le nombre de kilomètres que vous avez fait, et là, à ce moment-là, bien évidemment, vous serez renvoyé dans le tribunal correctionnel après avoir soufflé, bien évidemment, en garde à vue au commissariat. Donc pour résumer, si je sors un peu éméché, ce qui ne m'arrive jamais, bien évidemment, il vaut mieux que je dorme dans ma voiture. Ça, c'est une bonne chose, mais je me mets tout de suite côté passager ou derrière. Oui, ou derrière, allongé, en sécurité, dans un endroit safe, qui ne pose pas de problème. Et là, à ce moment-là, vous pouvez attendre quelques heures que ça passe. D'accord. Puis vous savez, hein, de toute façon, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, donc puis surtout au volant, votre santé et la santé des autres. Très dangereux. Maître Yoska, je vous garde. Louane, toi aussi? Oui, je reste avec vous, Laurence. Parce que là, vous avez compris qu'on pouvait dormir dans la voiture si jamais on avait perdu ses clés de maison, par exemple, on ne risque rien. Et maintenant, vous savez ce qu'on va faire? On va retrouver la Miss, là, qui va nous donner des cours de conduite, enfin, avec un moniteur, et je crois qu'elle nous réserve des choses un peu bizarres. C'est parti pour conduite accompagnée. Je l'ai! T'as quoi? Je l'ai! Bah c'est ta carte d'identité, oui, ça. Non, j'ai le permis, je l'ai eu! Mais non. Mais si! Mais non, c'est Au bout de la 4e fois quand même, hein! Tu donnes vraiment n'importe qui. D'accord, ok. Mais je t'emmène faire un tour, on va fêter ça! Oui, enfin... Non mais tu sais, les premiers temps, c'est comme une voiture, faut la rôder, faut aller doucement. Là, c'est pareil pour le permis, tu vois, prendre des passagers... Mais t'étais mon moniteur! Justement, tu vois, là, j'ai pas de double commande, donc falloir que tu te rôdes un petit peu. Mais je l'ai eu, je te dis! Allez, viens, je t'emmène faire un tour! Oui. Bon, ok. Bon, par contre, tu vas doucement. Oui, mais oui, tu me connais. C'est pour ça que je te dis ça. J'avais jamais remarqué qu'il y avait une sanction supplémentaire. C'est bien ce qu'ils font maintenant, cette voiture. Bon, t'en as pas besoin avec moi, ça va. Ouais. Ouais, on va dire ça, ouais. On va dire ça. Donc, le péage. Voir, c'est bien ça. On détend un peu, c'est... Ah. Oh, purée, j'ai pas fixé mon badge. D'accord. Merde, je l'ai oublié. Bon, attends, bouge pas. Ah, qu'est-ce que tu fais quoi? Tu fais quoi là? Je fais demi-tour, j'ai pas de badge. Comment tu veux que je passe? Non mais Lohan, sérieusement? Attends, mais tu peux pas faire marche arrière sur un péage et tout ça. Tu prends un ticket, tu te demandes. Mais j'ai pas de quoi payer. Mais on se débrouille. Mais tu fais jamais marche arrière sur un péage. Vraiment. Demi-tour. Mais... Ah ouais. Mais Lohan, demi-tour. Ouais. Bon, vous l'avez vu, hein, Louane, elle a fait des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Et là, on est d'accord, hein, c'est une scène qui a été jouée. Oui, bien sûr, Laurence. On a joué et on n'a enfreint aucune règle du code de la route, bien sûr. C'est juste pour mettre en situation. Mais comme ça, donc, on voulait faire demi-tour au péage. J'avais pas de quoi payer. Jamais, je prends l'autoroute. Alors, on va se retourner, évidemment, devant Maître Yoska, qui est à nos côtés. Concrètement, ce qu'a démontré Louane sur ce rendez-vous,
de faire marche arrière, demi-tour au péage? Alors, même en jouant, moi j'ai trouvé qu'il avait quand même très peur. Et il avait raison, même en jouant. Non, bien évidemment, sur l'autoroute, on ne fait pas marche arrière, on ne fait pas, ne serait-ce qu'un demi-mètre de marche arrière. C'est particulièrement dangereux pour vous, pour les autres, pour ceux qui ne vont pas comprendre pourquoi les warnings s'allument et pourquoi vous faites marche arrière. Au péage, parce que là c'est au péage. Au péage, donc voilà, c'est particulièrement dangereux. Vous avez un risque de carambolage en série, de voitures qui vont venir s'agréger dans l'accident que vous venez de commettre. Donc, bien évidemment, on ne fait pas marche arrière au péage. Ce qu'on fait tout naturellement, c'est qu'on appuie sur le bouton de secours qui existe sur toutes les bandes de péage, de paiement de péage. On explique la situation, on explique qu'on n'a pas de quoi payer et qu'il faut qu'ils ouvrent la barrière pour pouvoir nous laisser passer. Vous recevrez après le droit de péage à payer directement chez vous avec bien évidemment l'amende qui va avec. Parce que vous n'auriez pas prévu justement les modalités de paiement usuelles. Mais en tout état de cause, ça fait partie des choses qu'il faut réfléchir un peu, avoir un peu de jugeote. Là, vous mettez particulièrement en danger, vous et les autres, alors que vous avez un moyen très simple de vous en sortir, c'est d'appeler. Vous allez appeler, la personne du péage va venir, va mettre un cône de Lübeck juste derrière vous pour justement prévenir que la voiture est arrêtée. Éventuellement, il va mettre la croix de Saint-André rouge au-dessus de votre ligne de passage, de telle façon que les autres véhicules de loin voient que vous vous êtes arrêté. Et à ce moment-là, il va venir régler la difficulté, le problème. Mais on ne fait surtout pas marche arrière sur un péage. Mais Louane, vous n'étiez pas la seule, hein, parce que... Non, contrairement à ce qu'on croit, cette situation, elle arrive environ 400 fois par an. Les demi-tours, les marches arrière, c'est recensé à peu près 400 fois par an. C'est énorme. Vous vous rendez compte? Ouais, non, mais c'est particulièrement problématique. Mais l'automobiliste français est capable de choses particulièrement étonnantes. Non. La seule chose là, si je peux me permettre, c'est en marche arrière, c'est dangereux, mais on n'est pas ceux qui prennent l'autoroute en sens inverse. On est en petite vitesse, voire pas de vitesse du tout. C'est au moins ça. Oui, bien sûr, mais vous connaissez pas la réaction de la personne qui va arriver derrière vous. Elle va peut-être pas comprendre, elle va avoir peut-être l'impression aussi que vous avancez, que vous reculez pas nécessairement. Donc elle va se dire, vous avez des personnes aussi qui au péage anticipent le fait que la barrière se lève, donc vont vous coller, et là vous allez vous rentrer dedans. Le seul problème, c'est que c'est lui qui risque d'être responsable puisque c'est lui qui est derrière. Enfin, vous imaginez les conséquences juridiques. Exactement. Merci beaucoup, Maître Jospin. Je vous en prie. C'est terminé pour notre rendez-vous conduite accompagnée. J'ai la sensation que la semaine prochaine, vous allez encore nous sortir du chapeau. Oui, c'est fort possible, Laurence. Je vous promets qu'elle a son permis de conduire. Mais en tout cas, on rappelle bien que cette chronique, c'est mis en scène et qu'à chaque fois, jamais vous n'enfrayez le code de la route ou vous mettez les gens en péril. Allez, vous savez ce qu'on va faire maintenant? On a rencontré Louane, on a rencontré Jade de l'équipe de cette émission En roue libre. On va rencontrer maintenant Gabin, qui en plus réalise ce rendez-vous. Il a intérêt d'être sage. Je vous en ai parlé, mais en 2 secondes et demie. On a un jeune homme qui a une passion dans la vie, dans l'équipe de cette émission En roue libre, c'est d'aller dénicher des panneaux de signalisation qu'on ne connaît pas spécialement. Chacun sa vie, hein. Alors Gabin, aujourd'hui, tu vas nous présenter quoi? Alors Laurence, aujourd'hui, je vous présente ce panneau. Oh là, excusez-moi. Ah ouais. Est-ce que vous savez ce qu'est ce panneau? Bon, Maître Yoska, je pense que vous connaissez. Ouais, on dirait un jeu de cartes. Enfin, je sais pas, non, c'est pique, cœur. Non, j'ai pas. Du tout. Alors, ce panneau, c'est pas compliqué, c'est le panneau de voie de covoiturage. Alors déjà, est-ce que vous savez ce que c'est le covoiturage? Ah oui, quand même. Alors, pour tous ceux qui ne savent pas, le covoiturage... Attention là. Professeur Gabin. Les lunettes qui rendent intelligent. C'est ça. Alors, le covoiturage, c'est l'utilisation par plusieurs automobilistes et à tour de rôle d'une seule voiture pour effectuer le même trajet. Donc le covoiturage, ça permet d'économiser de l'argent, du temps et d'éviter la fatigue visuelle. Et puis en plus, du coup, grâce à ces voies spécialement dédiées au covoiturage, je peux les emprunter et gagner du temps. C'est ça, mais attention, les emprunter quand on pratique vraiment le covoiturage, car des radars sont placés à côté de ces voies de 2 façons. Alors de façon d'abord temporaire, un sigle lumineux est au-dessus de la voie, et lorsqu'il s'illumine, il indique aux automobilistes pratiquant le covoiturage qu'ils peuvent emprunter, se déplacer sur la voie qui est réservée pour cette pratique. La deuxième façon, c'est la façon permanente. La façon permanente, qu'est-ce que c'est? C'est un panneau qui est à côté de la voie plus un marquage au sol qui indique que cette voie
est réservée de façon donc permanente aux automobilistes pratiquant le covoiturage. Pourquoi elles existent ces voies-là? Alors cette voie existe car d'après le site du gouvernement, elles sont faites pour fluidifier le trafic et aussi sensibiliser les gens au covoiturage et aussi au transport en commun. Donc en tout cas, c'est aussi une sensibilisation écologique en fait. Enfin... Oui, écolo, bien évidemment. Et on va dans le sens toujours, bien évidemment, de respect de la nature, de faire en sorte de faire des économies sur le carburant, et puis bien évidemment, préserver l'air. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, mais attention aux petits malins qui essaieraient de jouer avec ces voies. Car on risque une amende de 135 €. Vous me direz, mais comment on sait si on est en infraction ou pas? C'est pas compliqué, l'État sait tout. Grâce à leurs radars. Alors leurs radars, ils sont équipés de caméras thermiques et d'intelligence artificielle. Les caméras thermiques pour voir si tout simplement c'est une vraie personne qui est avec vous à côté et qui pratique vraiment le covoiturage dans votre voiture. Car des petits malins ont tenté l'expérience et ont mis une poupée gonflable à côté d'eux pour faire passer comme passager qui pratique le covoiturage. Alors moi j'ai une question gamin, justement c'est très intéressant. Moi je conduis, j'ai ma femme à côté de moi et j'ai les enfants derrière. C'est du covoiturage ou pas? C'est compté comme du covoiturage. Tant qu'on est plusieurs dans le véhicule, le radar détecte plusieurs personnes donc, dans le véhicule, donc c'est compté comme du covoiturage. D'accord. Donc en fait, c'est contre les solos. Un petit peu, ouais. Ouais, c'est ça. Pour éviter de le prendre. Bah, merci beaucoup Gabin. Bah, merci à vous. C'était bien complet. Hein. Oui, c'était très bien travaillé. Merci beaucoup Gabin. Non, tu sais quoi? Tu restes avec nous. On va vous libérer, Maître Yoska, mais juste avant, parce que je sais que vous êtes un passionné de voiture aussi, ce jeune homme qui est ici, au-delà d'aimer les panneaux un peu bizarres, est un passionné de cinéma et il nous a proposé une super jolie chronique sur le lien entre une voiture et le cinéma. Et je crois là qu'on ne va pas aller vers le passé, mais plutôt retour vers le futur. Salut Vincent. Gamin, comment vas-tu? Regarde ce que je t'apporte aujourd'hui. Oh, une DeLorean. Eh oui. Là, on va parler de retour vers le futur. C'est ça, et de la DeLorean. Génial. Allez, on y va. Go. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette DeLorean? DeLorean DMC-12, construit par John DeLorean, qui a créé sa première usine. C'était quand même quelqu'un qui avait de l'expérience parce qu'il a été directeur de chez Pontiac et Chevrolet. Et d'ailleurs, tu sais pourquoi on l'a appelé DMC-12? Non, dis-moi. Parce que cette voiture était prévue à être vendue 12 000 $. Finalement, là, elle se vendra 25 000 $. C'est 2 fois le prix. Oui, mais elle avait un look super sympa, ça faisait un peu sportif, ses porte-papillons, ça lui donne un charme de fou. Et pour des raisons d'économie, il a fallu mettre un petit moteur, donc ils ont mis un V6 de 130 chevaux. Et pour l'histoire, c'est un moteur français, c'est le PRV qui a été construit en France. Donc en fait, elle avançait pas. 210 km/h, 0 à 110 secondes, non, elle avançait pas. Même mon Opel Corsa, elle fait mieux. D'ailleurs, tu sais que cette voiture, elle a été choisie d'abord pour son côté futuriste, mais ensuite pour sa mauvaise fiabilité. Parce que choisir une voiture pas fiable pour retourner ou dans le passé ou aller dans le futur, les Américains avaient la ref à cette époque-là. Ah oui, à mon avis, c'était une première voiture qu'ils construisaient. C'est sûr que les premiers qui ont acheté ces voitures ont dû avoir pas mal de problèmes. D'ailleurs, pour l'histoire, qui était assez marrant, ils avaient un très bel autoradio dans cette voiture, mais l'antenne était dans le pare-brise, et en fait, ça captait super mal. Donc c'est un peu dommage d'avoir un autoradio super performant et que tu aies du mal à capter la radio. T'entendais aucune radio? Presque. Il faut savoir que cette voiture, en fait, elle est toute recouverte d'inox. À la base, elle est en fibre de verre, ils ont collé de l'inox dessus. Par contre, c'est inentretenable. C'est un truc de fou. Tu mets à peine ton doigt dessus, tu as une trace. Mais alors, tu me disais de l'inox comme les casseroles? Exactement, comme une casserole. Alors, c'est marrant parce qu'en parlant de cuisine, il faut savoir que de base, c'était pas une voiture que les réalisateurs avaient choisi, c'était un frigo. Mais par peur que les enfants reproduisent le geste de s'enfermer dans le frigo, ils sont partis sur une voiture. C'est mieux. C'est beaucoup mieux, oui. Bah, merci Vincent pour toutes ces infos. Et toi Laurence, la DeLolo, si je te la confie, tu m'emmènes où? Waouh, moi j'ai appris plein de trucs sur la DeLorean dans ce rendez-vous de Passion Auto. Ça t'a plu? Oui, j'aime beaucoup. Alors je sais que toi t'aimes les voitures et t'aimes aussi beaucoup le cinéma. Bah oui, j'adore ça. Donc du coup, tous les dimanches matins, tu vas nous faire un joli rendez-vous? Et bien tous les dimanches matins, on va retrouver une nouvelle voiture, mais je vous en dis pas plus, je vous laisse la surprise pour dimanche prochain. Ah bon? Va falloir être patiente. Dans notre rendez-vous en roue libre, on va pas parler que de passion, on va aussi parler bien sûr pratique. Et le pratico-pratique, ça va concerner votre assurance, tout savoir sur les assurances voitures.
c'est l'ami Jeanne qui va s'y coller. Et là, aujourd'hui, ça s'appelle Bonus Assuré. Tu rencontres qui? Olivier Moustasakis, le cofondateur de Assureland. Allez, c'est parti. Bonjour Olivier. Bonjour Jeanne. Alors je pense que cette année, on va être amené à se voir souvent dans l'émission grâce à la petite chronique Bonus Assuré. Alors, donc tu es Olivier, cofondateur de Assureland. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Alors, bien sûr, donc Assureland.com est un site de comparaison qui permet de comparer les différentes assurances pour les particuliers et qui permet surtout à la clé de réaliser des économies. Ça permet vraiment à garantie égale de comparer une large partie du marché avec clairement une promesse de valeur qui est de réaliser des économies sur ces tarifs d'assurance. Donc c'est un super service qui est rendu à tous les automobilistes. Alors c'est un service qui est gratuit et qui permet en effet de réaliser des économies, donc qui est assez plébiscité par le grand public. Super, mais aujourd'hui je voulais te parler d'une nouvelle actualité qu'on a appris le 1er avril 2024, la fin de la vignette verte. Est-ce que tu peux m'en parler? Alors j'ai envie de dire enfin, puisqu'on était un peu à la traîne par rapport à nos homologues européens. Donc on n'a plus besoin d'avoir ce fameux macaron collé sur son pare-brise, donc c'est la fin de la vignette verte, ce qui est une très bonne chose. L'ensemble des pays européens l'avaient abandonné depuis de nombreuses années, puisqu'il y a un fichier des véhicules assurés qui existe. Donc les forces de police peuvent contrôler par rapport à ta plaque d'immatriculation si ton véhicule est assuré ou pas. Ça permet déjà de faire des économies, parce que ça évite déjà d'envoyer des courriers avec ce fameux macaron. Ça permet aussi d'éviter les amendes quand tu avais oublié d'apposer sur ton pare-brise ce macaron. C'est une amende de 35 €, donc il n'y aura plus ce type d'amende, donc c'est une bonne chose. Ça permet aussi de préserver la nature, puisqu'il n'y a pas d'envoi de courrier, de papier, d'utilisation de ce type de choses. Donc on va dire que c'est une bonne mesure. On est enfin content qu'elle soit mise en place en France depuis le 1er avril. Ça n'est pas un poisson d'avril, c'est une vraie mesure. Et donc l'assureur va remplacer ça par un mémo qui va t'adresser, où il y aura les principales caractéristiques de ton contrat. Donc il faut quand même conserver le mémo avec soi dans son véhicule, parce que si tu viens de souscrire une assurance, il faut environ 72 heures pour que le fichier des véhicules assurés soit mis à jour. Donc si tu viens juste aujourd'hui par exemple de changer d'assurance, de souscrire un nouveau contrat d'assurance, et avec toi ce mémo, parce que la base de données des véhicules assurés ne sera pas forcément mise à jour. Il y a un petit délai de 48-72 heures. Et est-ce que nous, automobilistes, on a des démarches à faire pour justement être dans ce fichier ou c'est l'assurance qui s'en charge? Alors il n'y a aucune démarche à faire, c'est un fichier qui est constitué par les assureurs, donc il n'y a aucune démarche à faire de ta part. Super, donc c'est vraiment pratique au final. C'est une très bonne chose. Parfait, merci beaucoup Olivier, et puis du coup on se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau bonus assuré. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci Olivier Moustasakis d'Assureland.com. On aura bien évidemment dans notre rendez-vous de bonus assuré l'occasion de vous retrouver régulièrement dans notre émission En roue libre. Là, en l'occurrence, l'histoire de la vignette verte. C'est tout nouveau, mais je voulais savoir, est-ce que toi tu ne l'aurais pas gardé par habitude? Ah si, je crois que... oui, t'as raison, elle est toujours sur mon pare-brise. Moi aussi, jusqu'à il y a un mois je l'avais encore, mais depuis que j'ai vu Olivier, évidemment, je l'ai enlevé. D'accord. Mais donc si on enlève... Oh là là! Ah si, il reste quand même la fameuse vignette du contrôle technique pour les voitures de plus de 4 ans et celle de la critère. C'est ça. La vignette critère. Oui, donc pas complètement nu notre pare-brise. Merci beaucoup Jade. Vous savez, le jeune homme qu'on a vu tout à l'heure, la Gabin, il est donc passionné de panneaux bizarres, il est passionné de cinéma et d'auto, et aussi de galères. Et ça va être le nouveau rendez-vous. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Il m'est encore arrivé une galère parce que c'est mon quotidien les galères, j'adore ça, je les enchaîne mais toutes les semaines. Et cette semaine c'était un problème de calamine sur le moteur. Ah, galère avec le moteur de sa voiture, et là tu es allé rencontrer Gilles, le directeur commercial de Bardal. C'est un ami à moi qui se retrouve en Belgique à Tournai. Ok, vous savez quoi, on va apprendre toutes ces explications maintenant. C'est parti. La calamine dans le moteur de la voiture, c'est maintenant. Sonia, t'es là. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Encore une grosse galère. Un voyant sur la voiture, une perte de puissance, je sais pas quoi faire, faut que j'aille voir Gilles là. Ah vas-y, il est dans son bureau. Ok, merci Sonia. Salut. Qu'est-ce qui t'amène? Gilles, je comprends pas. Je suis sur la route, je roule tranquillement, d'un coup plus de puissance, obligé de m'arrêter sur le bord de la route. Et ça t'est déjà arrivé souvent? Non, c'est la première fois. Tu dois avoir très certainement un gros problème d'encrassage moteur. Cherche pas, t'as déjà nettoyé ton moteur? Non, jamais. C'est la raison. Tu fais des petits trajets, donc le moteur s'encrasse davantage. Tu dois avoir donc de la calamine au niveau de tes injecteurs dans ton moteur. Et quand tout ça est fortement encrassé, ton moteur ne respire plus. Il se bloque, tu as donc une alerte électronique. À ce moment-là, il faut décrasser le moteur. Et la solution, elle est simple.
tu prends un décrassant moteur en Bardal, tu le mets dans ton réservoir, et en fait, tu vas décrasser ton moteur en roulant pendant à peu près 200 km. Ok, très bien. Et on peut tester le produit? Oui, bien sûr, on y va. Allez, bon, on y va. Bon, Gabin, encore une fois, ça va être simple. C'est facile pour toi. Ok. Tu as ton bidon. Celui-là. Voilà, le nettoyant FAP et turbo. Ok. Donc ce produit, il va permettre d'éliminer donc les particules de suie qui bouchent l'entrée de ton filtre à particules. Ok. Alors comment le produit fonctionne? Eh bien, il abaisse la température de combustion des suies. Pour ça, c'est facile. Tu prends le prolongateur, voilà, tu le retires, tu dévisses gentiment le bouchon, voilà. Tu vas venir visser ce prolongateur, tu vas verser le produit tout simplement dans ton réservoir. Tu prends le prolongateur, tu vas venir appuyer là-dessus et hop, tu vas vider ton bidon. Ah ouais, c'est génial, j'ai rien à faire en fait. Voilà, t'as rien à faire. Maintenant qu'il est vide, tu le retires, tu refermes ta trappe et tu vas rouler pendant 200 km en montant ton régime. Ah, c'est super. Quand ton moteur est assez chaud, tu pousses tes rapports. Ok. Et tu vas solutionner ton problème de filtre à particules qui est obstrué. Très bien. Voilà. Alors je te laisse le bidon vide. Nickel, bah merci Gilles encore une fois. Hein. Eh ben je t'en prie. Tu me sauves d'une galère. Allez, à plaisir. Salut Gilles. Ciao. Ta voiture, elle a fait un check-up, elle va mieux? Elle va beaucoup mieux. Bon, donc tu vas retourner en Belgique de temps en temps pour aller rencontrer Gilles? Je crois que la semaine prochaine, il m'est encore arrivé une galère. Ça ne nous étonne pas du tout, nous. Merci beaucoup, Gabin. Allez, tout de suite, moi, ce que je vous propose, c'est de retrouver Pierre Chasseret, DG de 40 millions d'automobilistes, parce qu'il a une chronique qui lui va bien, qui s'intitule « Ça me gonfle ». J'ai l'impression qu'il va être question de radar. Nous sommes bientôt arrivés à la fin de notre rendez-vous, mais restez bien avec nous parce que Pierre est de nouveau à mes côtés et il y a vraiment des choses qui le gonflent régulièrement. Alors, qu'est-ce qui te gonfle cette semaine? Laurence, 17 changements de vitesse tous les 100 km. Voilà, c'est la moyenne qu'on a en France, le nombre de changements de vitesse que vous allez percevoir sur votre route lorsque vous êtes automobiliste. C'est ce que dit une étude de l'Institut de la société Coyote qui démontre donc qu'il y a 17 changements de vitesse tous les 100 km en moyenne. Quelques exemples, Laurence. Accroche-toi bien. Jade, accroche-toi. Je pense que ça va te donner envie d'aller rouler sur ces routes-là. Allez, je vous emmène. Dans un premier temps, on va aller faire un petit tour sur la Nationale 12 entre Alençon et Dreux. 34 changements de vitesse en 104 km. Magnifique. Allez, on va faire un autre petit tour dans un autre coin de France. Est-ce que vous connaissez Saint-Rémy-sur-Avre et Verneuil? Eh bien, si vous voulez aller y faire un petit tour, je vous conseille d'avoir les yeux bel et bien sur le compteur. Le paysage, tu ne le verras pas, Laurence. Pourquoi? Sur 22 km, 14 changements de vitesse. Je veux dire, c'est la base. Encore heureux que ça change de vitesse tous les 2 km. Sinon, on finirait par savoir à quelle vitesse rouler. Ça serait quand même dommage. Tandis que là, au moins, on est paumé. Et puis Saint-Rémy-sur-Avre, pour ceux qui connaissent ce coin de France, c'est un goulot d'étranglement et c'est vraiment très très compliqué. Mais comment on a... En fait, qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver à cette situation? C'est facile. Avant, on avait une règle. La règle était facile. On allait à l'auto-école, on me disait c'est 130 sur autoroute, c'est 110 sur les routes express. Ensuite, il y avait le 90 et le 50. C'était clair. Voire 60 pour certaines générations en ville. Alors, je vous ai préparé une petite note qui s'affiche à l'écran, comme ça on va bien comprendre. Maintenant, les limitations, c'est quoi? Alors, depuis le 1er juillet 2018, la vitesse maximale, merci Édouard Philippe, est passée de 90 à 80 km/h sur le réseau secondaire. Non, je rigole, Édouard, je t'en veux pas. Surtout si tu deviens président, je t'en veux pas. En revanche, sur autoroute, on est passé de 130 à 110 ou 90, peut-être moins. Les nationales, c'est 80, sauf si c'est 2 voies, c'est 90. Le départemental, ça dépend. Si on est en Corrèze, c'est 90. Merci la Corrèze. Et puis dans d'autres, c'est 80. Quand en ville, moi, je comprends plus rien. 50, 30, 20, bientôt 10. Et si on passe la marche arrière, ça donne quoi? C'est peut-être ce qui se prévoit bientôt. Je commence sérieusement à avoir peur. Mais alors concrètement, parce que là, il suffirait presque de changer de département pour encore s'en mêler les crayons de la limitation de vitesse. C'est le problème du 80 km/h. C'est qu'en fait, on n'a plus la même limitation de vitesse partout où on circule en France. On se retrouve avec des départements où on a repassé le 90 partout, mais attention, pas sur les nationales. Ça, c'est l'État. Au final, il y a un grand gagnant.
le ministère de l'économie et des finances, avec des jolis radars qui viennent vous sanctionner, vous savez, pour quelques kilomètres-heure de trop. Vous êtes à 86 au lieu de 80, vous êtes dans un département où vous êtes un chauffard, vous basculez de l'autre côté, vous êtes un bon conducteur qui roule 4 km/h en dessous de la limitation de vitesse. Ça n'a aucun sens, oui, mais je vous propose quand même de regarder la carte du retour à 90 km/h. Et je tiens, au nom de l'association 40 millions d'automobilistes, à remercier tous les départements courageux qui ont remonté leur limitation de vitesse, parce qu'au final, sur l'accidentalité, ça ne change toujours rien. Alors merci à ces départements et merci à 40 millions d'automobilistes, à toute l'équipe de continuer à mener le combat, parce que moi, objectivement, ça me gonfle les changements de vitesse incessants tous les 2 km. Et moi, je fais le deuil de mon dernier point que j'ai perdu sur une route qui est passée de 90 à 80. J'ai pas fait attention. Bim, le radar était juste 100 mètres derrière. Alors, je ne sais pas si tu connais Jean-Baptiste Yoska, il est Maître Yoska. Je te donnerai son numéro. Merci beaucoup. Ça me gonfle. Là aussi, c'est un rendez-vous que vous aurez toutes les semaines dans notre rendez-vous en roue libre. N'hésitez pas, si vous avez des sujets qui vous intéressent que l'on traite, mettez vos sujets sur les réseaux sociaux de En roue libre, l'émission, comme par exemple la page Instagram de En roue libre. Vous nous mettez un petit message et comme ça, on pourra traiter le sujet. Il ne faut pas hésiter, c'est votre rendez-vous. Bon, on a bien travaillé. Moi, j'ai un petit creux et je me dis qu'on partirait bien en vadrouille avec Jade. Je t'emmène découvrir un café-restaurant un peu particulier en Île-de-France. On y va. Aujourd'hui, on se retrouve devant Autopassion, un café-restaurant avec un concept un peu particulier. Suivez-moi. Le nom vous a peut-être déjà mis la puce à l'oreille, mais il s'agit bien d'un restaurant sur le thème de l'automobile et vous avez déjà pu l'apercevoir dans Passion Auto avec Gabin. Bonjour Vincent. Bonjour Jade, bienvenue à Comment tu Autopassion. Merci, très bien et toi? Super. Est-ce que déjà pour commencer, tu pourrais me parler un petit peu de toi et de ton café-restaurant? Alors, passionné de voiture, j'ai ouvert ça en 1999 avec mon beau-frère. Et là, par exemple, tu as le clou du spectacle avec cette F1 de 2010, Kubica Petrov, qui nous a été gentiment prêté par Renault. C'est vraiment incroyable, vraiment une histoire de famille et en plus des moyens déployés phénoménal. Ouais, c'est très joli. Et puis en plus, c'était un vrai défi de la mettre à l'envers. C'est la première fois que Renault le faisait. En général, ils mettaient sur les murs comme ça en vertical, mais à l'envers, c'était un peu plus compliqué et on s'est bien amusé à le faire. J'imagine, oui, mais la vue au moins, elle est vraiment géniale. Ah ouais, quand tu es assis là, dans le canapé qui est juste là, c'est magnifique. Tu as la F1 devant. Bon, en tout cas, moi, je m'en lasse pas. Le décor il est quand même hyper complet, mais est-ce que du coup tu pourrais me présenter quelques éléments? Le truc qui est un peu rigolo, on a donc une console Facom qui est la console outil de tout le monde, sauf que nous, dedans, on a mis nos couverts, on a mis un peu tout, on a nos verres, notre pain, voilà, ça nous sert d'une console en fait que tu as dans tous les restaurants, sauf que là, tu as une vraie console qui est bien solide et on n'a aucun problème. On a aussi là par exemple une table avec un moteur, on a fait une cage en verre pour pouvoir contempler le moteur tout en mangeant. Pour l'histoire, on a plusieurs tables moteurs ici à Autopassion. Celui-ci, c'est 2,7 litres RSR. C'est Thériault qui a gagné le VHC avec et à la fin de la course, il nous a offert son moteur. Mais je vois ici que on change un petit peu d'univers, est-ce que tu peux m'en parler? Là, tu rentres dans la salle de restaurant, donc beaucoup plus calme. Fond musical plus doux forcément, les lumières souvent un peu plus tamisées aussi. On a fait faire une table tout en métal pour rappeler cet univers très automobile. Donc c'est vrai que c'est un peu dur, mais c'est une table qui plaît beaucoup. C'est une table de 6 qui est assez sympa, qui est un peu isolée avec ses deux banquettes. Voilà, c'est sur du vrai métal, quoi. Et je vois là-bas, il y a encore une autre salle. On se croirait vraiment dans un garage, hein. C'est impressionnant. Ouais, c'est un peu l'effet qu'on voulait donner. Et au fond d'Autopassion, donc tu es un peu plus à l'écart et c'est pas bruyant, c'est très bien, quoi. Oui, oui, c'est vraiment un petit comité ici. Ouais, voilà, exactement. Et je sais que Vincent a quand même poussé la décoration assez loin. Ouais, comme quoi? Bah, les toilettes. Ah oui! Elles sont super tes toilettes, mais je crois que tu as oublié de me parler d'un ou deux trucs. Hein. Ouais, peut-être. La voiture. Une voiture différente tous les 15 jours. Donc en 24 ans qu'on est là, on en a vu passer beaucoup des voitures. J'imagine. Et des belles voitures. Forcément, c'est vrai qu'une voiture comme ça fait rêver. Exactement. Alors là, on n'est pas sur le côté sportif, hein, on est sur le côté luxe de l'automobile, mais Autopassion, c'est toute l'automobile, c'est vraiment cette passion complète d'automobile. Bon là, tu as un V8 Bentley.
c'est une belle voiture de rêve. Hein. Elle est incroyable, hein, franchement. C'est joli, hein. Ça te va bien, hein. Je trouve aussi. Pour aller faire les courses. J'aimerais bien. Tu me la prêtes? Bah vas-y, on va la sortir alors. Bon bah super, merci beaucoup. Merci et puis je te dis à la prochaine. Avec grand plaisir, t'es chez toi. C'est gentil, merci. À bientôt. Salut Jade. Alors quand vous êtes à Paris, si vous êtes passionné d'automobile ou si vous voulez simplement passer un bon moment à table, je vous conseille Auto Passion Café. Et toi Laurence, tu connaissais? Ah, j'ai l'impression de le connaître. Je parle pas de Vincent, je parle de cet endroit. Bah oui, tu l'as vu dans Passion Auto avec Gabin. Ah, c'est donc situé où exactement? Alors c'est Boulevard Brune, Porte d'Orléans à Paris. Et c'est vraiment une ambiance très chaleureuse, très conviviale. Et encore, t'as pas tout vu parce qu'il y a aussi un simulateur de course. Et il y a même des pilotes qui s'entraînent dessus. Pour ma part, c'était pas une réussite. Mais enfin, tu veux dire le simulateur? Oui. Ouais. Mais en tout cas, l'ambiance est belle, l'endroit est beau. C'est un passionné de voiture, lui aussi. Oui, oui, oui. Et en plus, les plats, ils sont super bons, donc je vous le conseille. Bon, et puis je crois que la petite cave côté vin, c'est pas mal non plus. Même avec modération. Merci, Jade. Pierre, Jade. C'est terminé pour notre rendez-vous. Nous... Hop, Laurence, je t'interromps. On peut pas terminer cette émission si on fait pas de bêtisier. Désolé, Pierre. Donc maintenant, il y aura un bêtisier dans l'émission, chaque fin d'émission. Et oui, Laurence, il y aura un bêtisier chaque fin d'émission. Vous allez tous en prendre pour votre grade. Et comme je vous ai déjà dit la semaine dernière, parce qu'on va pas mentir à tous ceux qui nous regardent, on a fait un pilote. Donc qu'est-ce qu'un pilote? C'est une émission où on s'entraîne. On était tous ici. J'ai pris quelques images de ce petit pilote pour vous tailler. Eh ben vas-y, taille-nous, taille-nous. Évidemment, avant que je me moque de vous, il faut bien que je me moque de moi. C'est pour ça qu'on est parti avec cette première image, les filles, où c'est vrai que pendant le média training, mon cerveau, il était un petit peu ailleurs quand même. Il n'y a pas que le cerveau. Ah non, mais là, j'écoutais rien de ce que tu disais. Complètement perdu. Bon, c'est vrai qu'à un moment, j'ai quand même essayé de parler. Je sais pas si c'était très fameux. Moi, j'en ai... Voilà, grâce à ces extraits, vous allez trouver quel est le mot préféré de Jade à votre avis. Non, mais non. Ah, putain. Ah, mais... Ok, désolé. Allez, merci Jade pour toutes ces insultes. Vous avez vu Jean-Baptiste Yoska, notre avocat de droit routier, et il va pas fort en ce moment, Jean-Baptiste. Regardez. C'est génial. Il était très pensif, le regard dans le vide et la tête ailleurs, je pense. Oui. Ou alors juste, il écoutait, mais rien de ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Hein. Écoutez ce qu'il nous dit. Qui me pose la question? Je comprends rien à votre truc. Bon, Laurence, tu pouvais pas partir sans te tailler toi. Regarde ce que tu nous dis. Je pense que si je me lève, ce n'est plus des fesses que j'ai. C'est de l'eau. C'est de la flotte. Voilà. Merci à tous de m'avoir écouté pour mon premier déjanté. On se retrouve la semaine prochaine. Je veux juste préciser que si je pensais que j'avais de la flotte au lieu des fesses, c'est qu'il faisait à peu près 40 degrés dans le studio et que ça faisait 1 heure. D'ailleurs, ça se voit, je suis en nage. Merci beaucoup, Gabin. J'aime beaucoup ce rendez-vous. Promis, un chaque semaine. Un chaque semaine, promis. C'est terminé. Bisous, Gabin. Bisous, Laurence. Bisous, Jade. Bisous. Bisous à Pierre et à Louane. Bisous à toute l'équipe qui nous a aidés, comme Lénie aussi. Et puis, quant à nous, on se retrouve dimanche prochain. Je peux vous dire qu'il y a encore d'autres petits jolis pépites que l'on vous réserve pour apprendre, pour débattre, pour être gonflé ou pour avoir des avis ou tout du moins des informations côté justice. Et vous, on vous attend sur les réseaux sociaux. Allez-y, abonnez-vous et dites-nous ce que vous pensez du rendez-vous.